Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie de mon YouTuber préféré, Fred Bastien. Bonjour Isabelle, comment ça va? Bonjour Fred. Grosse nouvelle là, qui vient de sortir aux États-Unis. On a appris ce matin, dès que j'ai ouvert X, c'est ce qu'on m'a présenté, c'est officiel. Trump sera à Joe Rogan le 25 octobre, donc quelques jours avant l'élection. Et là, est-ce que ça peut faire changer les choses? Joe Rogan? Oui. Immense balado c'est, selon sur toutes la les planète. statistiques, le plus gros podcast au monde, le plus gros balado au monde. Et ce qui est intéressant de Joe Rogan, c'est que il y en a qui le voient à droite, il y en a qui le voient à gauche. T'sais, pendant des années, il a préconisé une décriminalisation des drogues, par exemple, qui est quelque chose qu'on voit un peu plus du côté des hippies habituellement. C'est quelqu'un qui est assez empathique. Cependant, pour son volet COVID, il est allé complètement à l'autre côté, là, en flirtant avec certaines conspirations. Moi, j'ai toujours dit que c'est un podcast qui est intéressant selon l'invité qu'il reçoit. Puis aussi, moi, Joe Rogan, je l'écoute parfois, puis c'est pas parce qu'il dit des choses qui, selon moi, sont fausses ou déconnectées de la réalité 15% du temps, que le reste du temps, c'est pas intéressant quand il s'entretient avec des gens pertinents. T'sais, bon, il reçoit des auteurs, il reçoit des humoristes, il reçoit des gens du UFC, donc des combattants, et il est très bon pour poser des questions, parfois il est très bon pour poser une question un peu niaiseuse, là, qui permet à quelqu'un de vraiment brillant d'expliquer pour que tout le monde comprenne. Puis c'est un autre de ces phénomènes sur Internet où c'est devenu gros un peu malgré soi. Dans le sens où Joe Rogan, là, il y a des années, là, il a commencé à interviewer des humoristes dans son sous-sol. C'est comme ça qu'il a commencé? Oui, exact. Tu sais, sans se dire un jour j'aurai un empire, là, tu sais. Puis dans le fond, lui, voilà, un extrait. On a un là, extrait, je pense, du balado de Joe Rogan pour ceux qui l'ont jamais écouté. Voilà. Andrew Vargas is? No. That's the one Marine that survived that that suicide bombing at Abbey Écoute, un rideau, un micro. Exact. Notre studio est beaucoup plus beau à nous, là, on peut le dire. Puis on entend, c'est vraiment à bâton rompu. Ça peut parfois durer 3 heures des épisodes de Joe Rogan. Là. J'ai déjà écouté des épisodes, j'ai déjà écouté 5 heures avec Post Malone. Post Malone, oui, 5 heures. Ouais, les deux étaient probablement sur les champignons à ce moment-là. Écoute, sincèrement, oui. Ça fait partie de l'image puis autour de Joe Rogan. Mais est-ce que ça peut avoir un impact? Parce que là, on a parlé tout à l'heure, on a parlé de l'influence dans les dernières semaines des balados, des podcasts dans la campagne américaine. Ben, ça peut beaucoup humaniser M. Trump. Puis c'est que présentement, là, il y a des efforts de dernière minute qui semblent très bien ciblés. Bon, parce que si on regarde là, les élections, c'est bientôt, là, c'est dans moins de 2 semaines. Ouais. Le vote populaire, là, c'est assez réglé. Là, ça va être du côté de Harris. En tout cas, selon toutes les projections, au niveau du vote populaire, ça va être du côté de Harris. Mais aux États-Unis, c'est compliqué. Là. Je suis pas le premier, je suis pas l'expert non plus des grands électeurs puis des fameux États problématiques, mais il semble avoir une concentration républicaine là, de méthodes, on va dire, très efficace. Là. En tout cas, j'ai hâte de voir à quel point ça va se transformer en vote. Mais on va parler de Trump dans quelques instants, mais terminons avec M. Rogan. Ça aussi, ça pourrait avoir un impact parce que justement, ce que ça va faire, c'est que ça va humaniser Trump. Puis pour des gens qui sont incapables de le sentir, même pendant longtemps, Joe Rogan refusait de recevoir Trump à son antenne. Lui-même avait endossé Robert Kennedy Jr., qui était un candidat de la famille Kennedy, anciennement démocrate, qui a viré pour Trump dernièrement. Lui aussi, un homme fascinant, là, qui a fait plein d'affaires. Là. Mais il a déjà ramené il a déjà scié une baleine, je pense, devant sa famille. Il est un peu... Oui, mais il aime... Il est un peu, on va dire... il est particulier, là, il est un peu unique, mais comme je disais, une de ses missions principales, puis c'est ça qu'il disait qu'il allait amener au Parti républicain quand il a joué la campagne de Trump, c'est l'alimentation. Là. Donc, essayer de renverser la vapeur des industries qui transforment énormément nos aliments. Donc, bonne chance à lui. Ouais, encore une fois, habituellement, qu'on est du côté de l'économie... humaniser Trump. Ouais. Mais parce qu'il va sûrement être drôle, il va, tu sais, puis Joe Rogan est un gars hilarant aussi, donc mais ça va sûrement faire rire. Mais il peut aussi sortir de niaiseries. Ouais, mais oui, puis est-ce que ça dérange encore quand il fait Trump, ou on je pense est tellement que les gens habitués que... Les gens attendent, puis là, Joe Rogan va probablement avoir un impact parce que, comme je dis, ça rejoint tellement de gens que ça risque de rejoindre des gens modérés, tu sais. Puis ensuite, quand on va dans le ciblage, parlons de M. Trump, là. De M. Musk, là, Elon Musk. Elon Musk a versé 75 millions à la campagne de Trump, et là, même dans les derniers jours, c'est des millions
millions de plus, OK, parce qu'ils ont lancé une pétition qui vise seulement les États clés. Donc, Pennsylvanie, Arizona, certains États où vraiment là, les grands électeurs pourraient faire chavirer l'élection ou de l'autre, OK? M. Musk a lancé cette pétition pour, eux disent, pour la Constitution américaine, donc pour principalement le premier amendement et la capacité d'avoir des armes. Donc, tu sais, deux valeurs très républicaines, là, tu sais. Et si on signe cette pétition-là, qui a été lancée par M. Musk, ben, on doit être un voteur enregistré pour pouvoir s'inscrire à la pétition en question. Et on nous verse 47 $ si on s'inscrit à la pétition et on est un voteur enregistré. Autrement dit, on est un peu en train de indirectement payer des voteurs pour s'enregistrer dans certains États où ça n'a pas été fait encore. Et là, encore plus incroyable, c'est que dans les prochains jours, Musk promet de verser $1 million à chaque jour à quelqu'un qui est inscrit sur cette pétition. C'est donc la loterie Loto-Québec, Loto-Musk. OK, il fait tirer $1 million par jour. Jusqu'aux élections, si vous êtes inscrit dans un des États clés à sa pétition. C'est légal de faire ça? Ben, selon moi, ils réussissent à le contourner parce que, bon, évidemment, c'est pas légal de payer le monde pour voter. Là. Ça, c'est très, très, très clairement illégal. Mais c'est comme tendancieux. Mais lui, il paye le monde pour s'inscrire à sa pétition. Il faut juste que tu sois un voteur enregistré. Puis la pétition te demande pas de voter pour qui que ce soit. Elle fait juste dire, on est content d'avoir le premier amendement et le droit de porter des armes aux États-Unis, 2 valeurs intrinsèques aux républicains. Donc, c'est peut-être une manière détournée d'encourager, comme physiquement, les gens à aller voter. Et donc, là, moi, il y a plusieurs semaines, là, j'étais très confiant de la campagne de Kamala. Et là, je le suis moins. Ouais, je le suis moins parce qu'il y a des gens... C'est un peu la tendance qu'on entend. Puis, tu sais, encore une fois, M. Musk, là, on peut l'haïr ou le détester. Il y en a qui se lèvent dans la nuit pour l'haïr. Reste que c'est un gars efficace. Là. On a vu sa tour attraper une fusée. Là. S'il est capable de faire attraper une fusée avec une tour, là, il est peut-être capable d'influencer une élection aux bons endroits. Et qu'est-ce qu'il a gagné, lui, M. Musk, de cette élection, au-delà d'être un milliardaire qui est peut-être moins taxé? Le contrôle et le pouvoir. Exact, parce qu'on sait que bon, les gens à droite, ils vont peut-être moins taxer un peu les gens mieux nantis. Donc lui, bon, première affaire qu'il pourrait avoir. Mais aussi, M. Musk n'est pas né en Amérique. Non, mais attends, c'est parce que c'est important ce que tu viens de dire. Oui. Fred, tu dis, tu sais, parce que Trump, il prétend le contraire. Il prétend parler pour la classe moyenne américaine. C'est un bon point. Make America great again. We're gonna help you people. Tu sais, les gens de la base, les travailleurs, tu sais, workers. Il frappe beaucoup sur ce clou-là en disant c'est moi et non pas l'establishment des démocrates avec Kamala Harris. C'est bon. Or, la documentation prouve que sous l'administration Trump, les riches n'ont jamais été plus riches. Oui, mais ça va sûrement bénéficier les business. Puis là, rendu là, c'est tellement compliqué parce que est-ce que, bon, au-delà de la question de est-ce que aider l'économie, ça aide tout le monde? C'est comme mettez 20 économistes dans une pièce puis ils vont se battre pendant 2 heures. Mais sinon, la vraie question, c'est est-ce que le fait d'aider ces industries-là va aider les gens que Trump représente? Parce que peut-être que certaines économies... En tout cas, en 2016, c'est ce qui avait donné le pouvoir à Trump, là, ça fait déjà longtemps, mais c'est le fait que l'économie de la Rust Belt, là, dans le milieu de l'Amérique, était en déconfiture totale. Là. Il y avait une augmentation des surdoses d'opioïdes puis une diminution des emplois depuis des années. Donc, tu sais... Quand économiquement on est désespéré, malheureusement, tu sais, ça a pris, là c'est toujours un point Godwin assez intense, mais ça a pris 3 ans de 30% sans emploi en Allemagne pour créer le parti nazi, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, puis c'est pas gros, là, 30%, là. Donc, faut pas oublier non plus que quand on dit qu'on aide les entreprises, ben ça finit par bénéficier l'économie, puis, tu sais, c'est pas nécessairement directement qu'en aidant les gens en haut qu'on aide les gens en bas, mais quand on aide l'économie, souvent on aide tout le monde. Complètement, oui. Donc ça, c'est l'enjeu complexe. Puis bon, M. Musk, au-delà d'être possiblement moins taxé par les gens à droite, qu'est-ce qu'il a gagné de cette collaboration? Ben, n'oublions pas que M. Musk n'est pas né en Amérique. Hein. Il est né à l'extérieur. Or, il ne pourrait jamais être président, lui. Mais il veut pas être président. Ben, il a l'air de quand même trouver ça intéressant là, d'avoir les mains sur le pouvoir parce que si Trump gagne, lui continue de promettre que Musk sera à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, qu'il contribuera à couper. Puis on sait que, par exemple, quand M. Musk a acheté Twitter, là, ça a coupé pas mal. Là. Mais t'as vu ce qu'il a dit ces jours-ci? Parce que là, depuis qu'il a attrapé la fusée quasiment avec ses 2 mains, là, écoute, moi, j'avoue que je l'ai écouté en boucle, je l'ai montré à tout le monde. C'est une fascination. Moi, j'adore tout ce qui est espace, aérospatial
et tout. Incroyable. Je suis fascinée. Et de voir cette fusée s'élever et que c'est unique. Là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, allez voir ça. Ça vaut la peine. C'est la première fois que ça arrive qu'on est capable de reprendre une fusée qu'on a lancée dans l'espace. Regarde, je suis encore tout émue de ce geste parce que jusqu'à maintenant, on les envoyait puis on les perdait. Il y a quelque chose là-dedans qui est comme c'est incroyable. La poursuite de la conquête, c'est assez fascinant d'un point de vue scientifique. Si on oublie une seconde le vous contre nous, le pilote, le méchant Musk, là, si on est tous dans l'équipe de l'humanité, c'est la première fois où on attrape un objet aussi gros. On n'a jamais attrapé un aussi gros objet en tant qu'humanité. Là. C'est comme, tu te souviens de la fois où c'était la boisson énergétique, Red Bull. Qui avait envoyé quelqu'un dans l'espace, Oui, puis que moi, je l'ai vu, j'ai écouté ça en direct, je me suis retapé ça c'était long, là. Puis le gars, il voulait pas sauter. Puis finalement, il y a quelqu'un l'astronaute qui était son coach, lui disait, OK, you have to go now. It's now. Now, saute. C'est comme... Là, tu dis, il veut pas, mais il a fini par y aller, puis ça défiait toutes les lois de la physique quasiment. Là, et Trump, Elon Musk a fait. Mais tellement parce qu'ils se tiennent pas mal ensemble. C'est ça l'affaire qui est inquiétante, c'est que Elon Musk semble se coller de plus en plus sur Trump. Un autre point, là, j'ai mentionné le fait que lui ne pourrait pas être président, mais qu'il aime ça être proche du pouvoir. J'ai mentionné le fait qu'à droite, il risque d'être moins taxé aussi. Puis un autre point important, là, il y a un graphique qui circule présentement sur Internet, c'est tous les organismes fédéraux américains qui demandent des comptes à SpaceX et à Tesla. Vous saviez la liste, là, pas juste l'environnement, là, mais de toutes les agences gouvernementales qui mettent la pression sur la compagnie de M. Musk. Bon, je pense que c'est sain d'avoir une certaine régulation dans nos démocraties. Parfois, le marché il peut aller un peu wild, là, sans tout ça. Mais c'est sûr que lui, ça écoute beaucoup puis ça le ralentit beaucoup dans son innovation. Donc, je suis sûr que Trump a dû dire, moi, tout arranger ça. Ben, il y a des gens dans le groupe de Trump qui suggèrent de couper là, le tiers de la fonction publique américaine. Là. Fait que c'est pas mal sûr que c'est moins de gens pour mettre des bâtons dans les roues de certains entrepreneurs privés à ce point-là. Là, donc, en prenant un pas de recul, on voit que M. Musk a beaucoup à gagner de cette élection-là. Puis c'est tellement fascinant de suivre puis de voir à quel point les humains ne sont pas unidirectionnels. Parce que d'un point de vue, il y a une des compagnies les plus importantes qui attrape des fusées. De l'autre côté, il a électrifié les transports en Amérique avant tout le monde avec Tesla. Puis cet été, là, M. Musk, il tweetait en proposant des raisons scientifiques pour lesquelles une taxe carbone, ça fonctionne. Lui, tu sais, M. Musk, il explique pourquoi rationnellement taxer le carbone dans une économie mondiale, c'est une des solutions. C'est pas une position qu'on est habitué d'entendre à droite, là, ça, accepter de taxer le carbone. Donc, je l'ai répété souvent en ondes ici, mais la réponse avec M. Musk, c'est ni de l'haïr, ni de l'aduler. C'est quelque part entre les deux. C'est de surveiller ce qu'il fait, par exemple. Certainement. Puis d'être peut-être inspiré par ses bons coups, puis peut-être de se dire que des fois, il faut tourner notre langue 7 fois avant de parler parce que le monde l'irait un peu moins s'il prenait 2 secondes des fois. Merci, Fred.